Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2M, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Podcast, votre podcast d'actualité mensuelle. Je suis Guillaume et je suis ravi de vous accueillir dans le premier GP de l'année 2025. Faut mettre un peu de... Ouais. L'équipe 1 m'accompagne une fois de plus dans cette formidable émission. Comment vont-ils? Nous allons le savoir tout de suite. Nous avons avec nous Noah, Ça va super. Juliana, Très bien. Noémie Ça va. et Anaël. À la perfection. Et pour bien commencer l'année, nous vous avons concocté un programme aux petits oignons. L'actualité internationale, c'est bien évidemment la Coupe du Monde de handball qui s'est déroulée du 14 janvier au 2 février. Et Noah va revenir sur cet événement dans lequel la France est... Eh bien, vous verrez. Les échos d'Europe, c'est Anaël qui nous les présente avec un sujet sur un petit festival de culture populaire bulgare, le festival Surva. La une nationale à laquelle vous ne vous attendiez pas, c'est bien sûr l'affaire Villebrequin qui a chamboulé tout le YouTube game. Juliana, tu vas nous analyser les dessous de cette histoire. Et enfin, la petite info locale, c'est l'évolution de la taille de la dune du Pilat à cause du changement climatique. Et c'est Noémie qui a fait quelques recherches sur le sujet pour vous expliquer ce phénomène. Sans plus attendre, entamons cette émission avec la première actualité. Chères auditrices, chers auditeurs, chers auditoires, vous êtes sur R2M, la radio étudiante de l'IEP de Bordeaux, la radio qui partage des ondes positives. Et pour bien débuter ce grand podcast, nous allons parler sport. Et pour cela, j'ai convoqué notre grand sportif aux multiples victoires, célèbre basketteur évoluant au poste d'ailier, pivot et surtout chauffeur de banc chez les Garden State Warriors, la fameuse équipe connue pour son brillant palmarès de Sciences Po Bordeaux. J'ai nommé bien évidemment Noah. Noah qui d'ailleurs ne vient pas du tout nous parler de basket aujourd'hui, ni de nourriture d'ailleurs. Effectivement, Guillaume, aujourd'hui, après vous avoir parlé de quick et de pâté en croûte, je vais enfin vous parler de quelque chose qui ne se mange pas. Il était temps. Vous avez tous, en votre qualité de gens très cultivés, ici, entendu parler du championnat du monde de handball qui a lieu ce mois-ci, n'est-ce pas? Et puis, vous savez où il a lieu, bien sûr. Bien évidemment, on en parle d'ailleurs tous les jours entre nous, n'est-ce Ouais, pas? Ils n'ont pas l'air très sereins, donc puisqu'on doit tout expliquer ici, à croire que je suis journaliste ou chroniqueur à une radio, le championnat du monde masculin de hand, il a eu lieu du 14 janvier au 2 février 2025. Et il a lieu tous les 2 ans, donc le prochain étant 2027. Allez, bien joué. Effectivement. Il est organisé par 3 pays différents sur 5 sites, un en Norvège qui accueille la finale, un au Danemark qui accueille notamment le match d'ouverture, et 3 en Croatie. C'est donc 32 équipes nationales qui se sont opposées cette année pour le titre de champion du monde de handball. Mais pour choisir ces équipes, c'est un sacré bazar. Ce qu'il faut retenir, c'est que les places disponibles sont distribuées par zone géographique. Il y a alors d'un côté les places obligatoires où chaque continent a un certain nombre de places, et à celles-ci s'ajoutent les places de performance, qui sont calculées par rapport au top 12 du championnat précédent. Ça veut dire que si c'est 12 pays européens, l'Europe a 12 places supplémentaires. Bon, d'accord, mais plus précisément, comment fonctionne la sélection des pays participants au sein des continents? Alors en fait, à partir du nombre de places qu'ils ont, les continents ont leur propre moyen de sélectionner leurs participants. Et il s'agit souvent de championnats locaux comme celui d'Europe. Par exemple, le championnat de hand d'Amérique du Nord et Caraïbes 2024 a permis de sélectionner le seul pays de la zone qui participe à la Coupe du Monde 2025, car ils n'ont qu'une seule place. Et à votre avis, tiens, lequel a gagné? Je dirais que c'est la Jamaïque. C'est vrai que c'est bien tenté, ils sont connus pour leur sport d'équipe comme le bobsleigh. Ouais, absolument, ouais. Hashtag Rasta Rocket. J'en ai pas la moindre idée. Vous auriez pu me dire les États-Unis, c'était le piège dans lequel je voulais que vous tombiez, mais en Ah. fait non, c'est Cuba qui a gagné la place. Alors pour autant, les États-Unis ont été invités, mais ça c'est à travers les places restantes hors des places géographiques, et c'est là que je voulais en venir. Donc une d'entre elles, des places restantes, va à l'équipe tenante du titre. Vous savez bien sûr que c'est le Danemark. Une est prévue pour le pays hôte, et donc ici ils sont 2 en plus du Danemark, donc une place a été retirée à l'Europe, et 2 sont un peu à distribuer au pif par la Fédération internationale de handball. C'est donc pour cette raison que les États-Unis vont participer, même s'ils n'ont pas gagné leur place, puisqu'ils ont été invités en leur qualité de futurs hôtes des Jeux Olympiques d'été. Et alors la France, elle s'en sort comment en hand? Eh bien, historiquement, et ça vous le saviez aussi, la France a souvent réussi en handball. Vous avez sûrement entendu parler des experts, peut-être même des barjots. En fait, nos équipes de handball sont si célèbres et si mythiques qu'elles ont chacune leur surnom. Et notre équipe, entraînée par le célèbre Guillaume Gilles, a d'ailleurs battu le Danemark, champion en titre, à l'Euro de hand 2024, et a donc raflé le titre de champion d'Europe. Et de même, la médaille d'or olympique en 2020, c'est pour nous. On parlera pas de notre défaite en quart de finale contre l'Allemagne en 2024. Mais vous l'avez bien compris, ce qu'on attend de l'équipe sur cette compétition, c'est d'au moins arriver en demi-finale, voire en finale, et peut-être d'enfin briser la chaîne des 3 victoires danoises.
Et par curiosité, tu les connais ces surnoms d'équipes qu'on a donnés à l'équipe de France? Alors, il y en a plusieurs. Il y a les experts, comme je l'ai dit, les barjots, puis il y a aussi les costauds. J'arriverai plus à situer les périodes, mais c'est les trois plus récents. Il y en a que quatre, alors Très bien, c'est déjà merci. pas mal. Et donc, toi qui fais preuve d'une curiosité insatiable, mon cher Noah, tu n'aurais pas de petites anecdotes pour nous sur cette fameuse équipe de hand? Alors, j'en ai quelques-unes, je vous avais préparé parce que je savais que vous adorez ça. Cette année, notre capitaine, c'est Ludovic Fabrega. C'est un pivot qui évolue dans le meilleur club de Hongrie, et pas de Bulgarie, attention, le Vesprem KSE. Et vous vous demandez sans doute, parce que vous vous y connaissez bien, pourquoi c'était pas Nikola Karabatic, le grand joueur franco-serbe dont tout le monde a entendu parler, qui est capitaine de l'équipe. Et en fait, c'est simplement parce qu'il a annoncé la fin de sa carrière professionnelle à la fin de la saison 2023-2024, c'est-à-dire après plus de 30 ans de jeu, puisqu'il joue depuis qu'il est en junior. Il a été sélectionné pour la France depuis 2002, ce qui signifie qu'il aura joué aux côtés de Bertrand Gilles, et qu'il aura été entraîné par son grand frère Guillaume Gilles. Et en parlant de frère, à votre avis, quel joueur a inscrit le but décisif contre l'Égypte en quart de finale? Eh bien, c'est Luka Karabatic, petit frère de Nicolas. Donc le handball français, c'est quand même une belle histoire de fraternité finalement. Bon, et du coup, en termes de résultats, ça s'est passé comment pour la France durant cette Coupe du Monde? Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la France est allée jusqu'aux demi-finales, mais la mauvaise, c'est qu'elle n'est pas allée plus loin, battue par la Croatie en demi. Un résultat finalement pas très surprenant, le Danemark empoche sa quatrième victoire à la suite face à la Croatie en finale, mais nous ne repartons pas bredouille, le Portugal s'est incliné et nous sommes donc troisième en espérant faire mieux l'année prochaine. D'ailleurs, j'ai demandé leur avis à deux joueurs de hand de Sciences Po, Baptiste et Kevin. Des nez rouges, donc. Oui, Après, sur le mondial en général, est-ce que je suis satisfait de l'équipe? Bon, on va parler humblement, mais moi, je suis plutôt content parce que j'avais pas de grandes expectations, on va dire, pour cette équipe-là. Elle est en reconstruction. Il y a beaucoup de jeunes qui sont réintégrés. Je pense à Thibaut Brier, Emric Min. On a le retour de Lagarde qui avait été blessé pendant un moment. Sur le plan international, c'est un jeune joueur. On a d'autres joueurs qui commencent à reprendre un peu plus de place. Je pense à Melvin Richardson, qui est excellent en club avec Barcelone, mais qui peine à faire sa place en équipe de France. Et on a donc ce petit côté-là, ces petits jeunes qui progressent et qui ont montré de très bons niveaux. Enfin, Thibaut Brier et Emric Min, ils ont été exceptionnels. Ce qu'on voit, c'est que l'équipe, comme je t'ai dit, elle est en construction, elle continue à se développer. Je pense qu'il y a une forme de décalage qui est assez important entre la stratégie de Guillaume Gilles en tant qu'entraîneur et ce qu'ont les nouveaux et les jeunes joueurs. Il n'y a pas d'uniformisation, d'harmonisation entre les anciens et les nouveaux. Et ça fait un peu deux groupes différents avec deux types de jeux différents. Et ça se voit surtout dans les matchs à enjeu, puisqu'ils font des assez, voire très bons matchs en phase de poule, mais c'est des équipes faibles. Et dès qu'on est sur des matchs à enjeu où on se dit que ça va être dur, ça décante complètement. Et il suffit simplement de voir le match contre le Portugal. Il y a une avance qui est considérable et à un niveau professionnel. Quand tu mènes quasiment de plus 10, le match est plié. Tu n'es pas censé être en difficulté. Et il y a quand même un moment où on revient à -1, enfin, où les Portugais reviennent à -1. Donc voilà, globalement, je pense que c'est une équipe qui peine encore à affirmer une forme d'identité, qui est perdue entre un mélange des genres. Et on a un entraîneur qui n'est pas mauvais, mais qui, je pense, n'est plus adapté. De manière générale, par exemple, sur les réseaux sociaux, à part, les posts de la fédé de hand, j'ai vu très peu, d'infos, tourner autour du championnat, bah, alors que le hand, c'est quand même un sport en France, on est une bonne équipe et cetera. C'est un sport qui peut être médiatisé de manière générale. Donc c'est vrai que j'ai vu très peu le hand. C'est un sport qui est une grosse fédé et tout, mais c'est pas non plus le sport le plus médiatisé. Genre, il y a d'autres sports, genre le tennis, le foot, qui sont bien plus et à des niveaux bien plus stratosphériques que le hand, alors que voilà. Et c'est vrai que d'ailleurs, j'avais vu un post par rapport à ça du Monde, une vidéo qui le hand, c'était pas un sport très médiatisé au vu du nombre d'adhérents, à la fédé. Et justement, il y avait cette question: «Mais qu'est-ce qui fait un sport, que tu peux regarder à la télé?» Parce que c'est quand même un sport qui est assez télévisuel, que tu peux facilement diffuser. C'est un sport qui est assez dynamique, assez rapide. Tu as toujours une sorte de suspense et cetera, que tu aimes le suivre mais il est pas très diffusé. Alors que justement, c'est un sport qui a le mérite, bah, déjà de rassembler un certain nombre de personnes en France et d'être en plus justement un sport quand même assez visuel, assez entraînant, je trouve. Est-ce que je trouve qu'on parle suffisamment du hand? Et c'est compliqué à dire parce que moi, je suis handballeur, je suis beaucoup, donc je suis dans l'espèce de bulle handball. Donc dans cette bulle, je suis satisfait.
Mais j'ai pas l'impression qu'en dehors de cette bulle qui commence à s'agrandir, hein, il y ait vraiment une forme de mise en lumière, de mise en visibilité des équipes aussi bien masculines et surtout féminines. Alors pourtant qu'elles ont des résultats, les deux, très 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 honorables. Et on a un peu tendance à minorer le fait que faire troisième à un champion du monde, c'est exceptionnel. Puisqu'on est habitué à les voir champions du monde, ils ont été 6 fois, champions olympiques, ils ont été 3 fois, enfin bref. Donc il y a une forme de satisfaction que de la première place. Bon, on minore les réussites des équipes. Encore merci à eux, et c'est sur ça que je vais vous laisser aujourd'hui. J'espère vous avoir intéressé à un sport dont on entend trop peu parler. Et surtout, merci à toi, Noah, pour cette chronique sur le hand, en espérant que l'équipe de France gagne à la prochaine Coupe du Monde et ne finisse pas troisième. Bref, et sans plus attendre, nous passons à la chronique suivante. Avant de passer à la chronique suivante, voici un nouveau petit format qui viendra s'intercaler à chaque grand podcast, c'est bien évidemment l'entretien des assos. Entretien que pour cette première fois Nathan a réalisé auprès de S'exprimons-nous, dont les membres sont venus nous parler d'un de leurs projets futurs. Hey, salut Eva et Margot, ça va, vous allez bien? Coucou, ça va et toi? Ouais, top. Alors, comme vous le savez peut-être, en tout cas nos auditeurs le savent, comme souvent, on essaye d'inviter des associations, des projets collectifs, des personnes engagées, voire des personnes qui ont un projet ou qui veulent se lancer dans un projet, tout simplement, pour nous parler de ce qu'elles font, d'un événement en particulier. Et on peut le dire, c'est quand même un peu votre cas, Eva et Margot. Vous êtes à S'exprime-nous, on va pas se le cacher. C'est vrai qu'on dit souvent plus S'exprime, mais c'est S'exprime-nous quand même si on veut retrouver sur votre Insta. Et c'est vrai qu'on sait ce que c'est S'exprime, c'est l'asso féministe de Sciences Po Bordeaux. Mais concrètement, vous êtes qui et vous faites quoi? On est l'asso féministe de Sciences Po, on a été créé en 2015 dans un contexte hyper hostile d'ailleurs au féminisme à Sciences Po. Et on est une asso à vocation intersectionnelle, donc on va au-delà du féminisme parce qu'il n'y a pas que les femmes, notamment blanches, cis, qui sont discriminées. Voilà. Du coup, on a plusieurs pôles en vrai parce qu'on fait pas mal de trucs différents. Nous, par exemple, on est le pôle event, donc on se charge des apéros-débats qui sont des petits trucs assez mythiques à Sciences Po. Enfin, en vrai, tout le monde connaît un peu quand on est féministe en tout cas. Le concept est assez cool, on se réunit au zigzag et nous, on a préparé un sujet avec des questions, avec des adhérentes. Et c'est super fun parce que ça crée un petit contexte assez intimiste et c'est vraiment fun pour rencontrer des gens et parler de sujets féministes. Donc ça, c'est notre pôle et on va aussi organiser la soirée du 13 mars dont on vous parlera après. Et après, on a des pôles. Alors, on a l'intervention de lycée. Tu peux en parler si tu veux. Bon, l'intervention de lycée, c'est vraiment aller dans des lycées justement pour essayer d'enseigner, enfin, d'être pédagogique sur le féminisme et tout ce qui peut s'en rapprocher, pour essayer d'éveiller les esprits. Et dans cette même idée, on a aussi les pôles campagne qui font des campagnes un peu plus poussées, comme une qui va bientôt sortir sur Feel My Gaze. Oui, on a hâte. On tease. Et après, oui, on a les actus mensuels aussi. Donc, chaque mois, les actus féministes qui sortent sur notre Insta. C'est vrai, on les regarde à chaque fois. Et si on vous retrouve aujourd'hui quand même à R2M, Eva et Margot, c'est quand même pour nous parler d'un événement que perso, j'affectionne beaucoup. Et si je suis bien informé, et vous l'avez dit vous-même, il a lieu le 13 mars, c'est quand même la soirée féministe. Ouais, c'est vrai que c'est une soirée qui nous tient particulièrement à cœur. Parce que déjà c'est un événement super slay, on réunit du beau monde comme Margot aime bien le dire. Du coup en vrai il y a pas mal de trucs, on a un drag show, enfin du coup on en aura plusieurs cette année. On essaie de mettre en avant des artistes qui sont un peu moins connus, un peu moins mis sur le devant de la scène. Et qu'on a vu performer et ils sont vraiment slay, tous. On a aussi une... Enfin, on va pas tout spoiler. Vous n'allez pas tout nous dire, vous en gardez un petit peu sous la main. Ouais, on va regarder un peu, mais on aura de la musique, on ne dit pas sous quelle forme, mais ça promet d'être un peu slay, avec des chansons féministes, évidemment. Et sinon, comme d'hab, des petits stands pour déjà nous informer, donc l'espace santé, nous toutes aussi, si elles veulent bien venir, et Sciences Paillettes, si aussi elles veulent bien maquiller, parce qu'en vrai... C'est bien d'avoir des paillettes dans cet événement slay. Ça fait toujours plaisir. Et alors, c'est top, Eva et Marlo, mais vous nous avez bien teasé l'event. On a vraiment très hâte de prendre notre place quand la billetterie ouvrira. D'ailleurs, on sait un peu quand elle ouvrira? Alors, pas tellement, mais ça va ouvrir courant mars, je pense. Ouais, peut-être fin février, on ne sait pas encore. Donc, vraiment dans pas longtemps. Ouais, et ça. comme je disais, vous avez bien teasé l'event. Et est-ce que vous pourriez nous drop quelques exclus? Vraiment, mais je sais pas, mais comme en mode vermicelle sur un gâteau au chocolat, en sachant bien que le gâteau au chocolat, c'est cette interview. J'étais pas top de la transition. Mais... Alors, en vrai,
Le seul truc qu'on peut drop, c'est. Mais je sais pas si les gens vont connaître, mais des noms de drag qui sont Oui, présents. oh oui. Mojojo, regardez sur Insta, c'est Mojojo qui est quand même très slay. Ouais. Et Absinthe aussi. Regardez slay. leur Insta, vraiment, c'est des drags hyper slay qui font des extraits trop cool. Et on est vraiment trop contente qu'elles viennent bien venir à notre soirée. Ok, je vais jeter un œil à ça vraiment juste après. Malheureusement, on arrive sur les dernières minutes de ce merveilleux moment passé ensemble. Ouais, c'est hyper triste, je le sais déjà. Mais avant, j'aime bien cette petite question. Vous pouvez vraiment dire tout ce que vous voulez, une reco, un message engagé, un sujet qu'on n'aurait pas abordé. Je sais pas, vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Et qui pourrait conquérir le cœur d'un auditeur. Tout, vraiment tout, sauf une dédicace. Enfin, ça craint un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, partagez-nous. Ok, alors récemment, moi j'ai lu, c'est une petite reco culturelle, là je cale ça comme ça, j'ai lu un livre de Françoise Vergès qui, me semble le titre c'est Le ventre des femmes. Ok. Et en gros, je n'étais pas au courant que pendant que nous en France on se battait pour le droit à l'avortement, il y avait des femmes dans les dom-toms en gros qui se faisaient capitaliser leur ventre, c'est-à-dire qu'elles étaient avortées de force. C'était vraiment affreux en fait. Ouais, complètement. En gros, les mâles masculinistes se sont encore une fois appropriés le corps des femmes. Mais j'ai trouvé ça très choquant que nous on n'en parle pas. Enfin, moi j'étais pas du tout au courant qu'à ce moment-là, nous on se battait pour justement avoir le droit de faire ce qu'on veut. Certaines femmes, dans l'autre sens, elles aussi se complètement approprié leur corps. Et il y a vraiment cette vision, parce que Françoise Vergès c'est une autrice féministe décoloniale, et il y a vraiment cette vision que les hommes cisgenres métropolitains se sont appropriés le corps de femmes sans raison, et donc c'est très intéressant, il y a une perspective anticapitaliste aussi, donc vraiment très slay, donc je vous recommande ce livre absolument. Merci Eva. Super, c'était top. Merci beaucoup Eva et Margot. Je rappelle qu'on peut suivre tout ce que vous faites, vraiment tout ce que vous faites sur votre compte Insta, s'exprimons-nous, tout attaché, vraiment, c'est simple, c'est efficace. Mais surtout, on vous retrouve donc à cette superbe soirée féministe qui aura lieu le 13 mars. On a tous vraiment hâte. Prenez soin de vous. Trop bien, merci beaucoup. Et on se retrouve pour l'actualité européenne avec Anaël qui va nous parler d'une fête traditionnelle bulgare. Anaël, est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais ce serait un plaisir, Guillaume. Le 13 et 14 janvier ont eu lieu à Pernik, en Bulgarie, le Sur-20, un festival pour célébrer le nouvel an selon l'ancien calendrier, le calendrier julien. Alors, attention, il n'est pas si différent du calendrier grégorien, ce qui explique pourquoi les fêtes ont lieu en janvier. Mais c'est pas ce qui est important. Cette année, la célébration a regroupé 12 000 artistes pour effectuer ce rituel populaire de mascarade. Et alors, ce rituel de mascarade, en quoi consiste-t-il? Eh bien, c'est assez fascinant. Des groupes de mascarade Sourvakari enfilent des masques et des costumes spécialement préparés pour l'occasion, ainsi que des cloches. Il faut savoir que le rituel se fait différemment selon le village de la région. Ils sont 10 en tout, et il en va de même pour les costumes. On a des costumes plutôt animaliers et d'autres avec des plumes ou avec des poils. Quoi qu'il en soit, les festivités commencent par le son des cloches qui annonce le festival. Ensuite, la véritable célébration commence. On danse autour du feu et les koukéris, c'est un des noms donnés aux danseurs, effectuent une danse particulière pour faire sonner les cloches de manière harmonieuse. Alors, certains personnages sont mis en scène. Le couple de nouveaux mariés, l'ours, qui se couche sur les vieilles personnes pour qu'elles puissent avoir la santé, c'est de bon augure, et le prêtre qui peut marier pour de faux les jeunes couples. Le lendemain, les koukéris font le tour des maisons. Il est d'ailleurs d'usage que chaque maison les accueille pour qu'ils puissent leur souhaiter la bonne année. Et si les koukéris ne passent pas par chaque maison, c'est de mauvais augure, autant pour la famille que pour le village. Et parallèlement, les koukéris reçoivent des cadeaux qu'ils redistribuent pour les orphelins ou les plus défavorisés. Et quel impact a cette culture populaire, Anaël? Figure-toi, Guillaume, qu'elle affecte énormément les jeunes, qui se sentent gardiens de la tradition. La confection de masques en famille permet de renforcer les liens sociaux. C'est le travail de toute une année, puisqu'il faut récolter énormément de matériaux pour confectionner masques et costumes. En plus, c'est souvent un phénomène générationnel. Et la tradition évolue avec la jeunesse. Des témoignages évoquent ainsi un passé où seuls les jeunes hommes non mariés participaient au rituel. Et donc les personnages dont j'ai parlé, notamment le jeune couple, étaient tous interprétés par des jeunes hommes. Y compris donc le prêtre aussi et l'ours. Pourtant, la tradition a évolué et aujourd'hui, jeunes hommes, femmes, enfants et vieilles personnes peuvent toutes enfiler le costume emblématique. Il s'agit d'une véritable fierté pour ces populations qui ressentent une grande effervescence dans la perpétuation de cette tradition, du grand-père au père
du père à la fille. Tous évoquent un sentiment spécial en portant le costume, celui d'être acteur de sa vie et de sa communauté. Et en plus, récemment, le festival est devenu une véritable attraction touristique et les différents villages se réunissent dans une ville de la région pour une compétition. Gagner le masque d'or devient alors le symbole d'un grand prestige qui amène fierté sur le village, mais aussi de grandes responsabilités, celle de protéger ce rite ancestral. Alors, j'ai trouvé un article sur Cairn qui expliquait que le carnaval était un moyen de renouer avec ses traditions et de s'affirmer quelque part. En Bulgarie, il est coutume que les jeunes issus des villages pratiquent cette culture en retournant chez eux pour la fête et ainsi continuer à faire vivre la tradition puisque dans les villages, il y a une population qui est de plus en plus âgée. Et au regard de l'histoire de la Bulgarie, ça fait du sens qu'on veuille à tout prix garder ce festival, puisqu'il a été donc mis en danger par la domination chrétienne, puis la domination ottomane, et enfin sous le régime communiste. On sait qu'au XXe siècle, la pratique des koukéris a été proscrite officiellement, mais sans grand succès visiblement, puisqu'elle a survécu jusqu'en 2025. Tu parles d'une survie de la tradition, est-ce que tu pourrais évoquer ses origines à cette tradition ? Alors, c'est bien là le problème. Peu importe les sources que je mobilise, aucune n'évoque avec précision l'origine de cette tradition. Toutes mentionnent explicitement le fait qu'elle n'a pas d'origine claire, et certains évoquent une date au IVe siècle avant Jésus-Christ, d'autres au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais elles s'accordent quand même toutes à dire la même chose. C'est une tradition qui date de temps immémoriaux, et pour citer le ministère de la Culture bulgare, l'homme, grâce à la pratique de la magie, recherchait sa place dans l'ordre cosmique. Le but de ce rite était d'éloigner les mauvais esprits qui attirent la maladie, la mort ou la famine, et de passer une bonne année dans la santé et les bonnes récoltes. En fait, en dansant, l'homme devient un véritable acteur de l'univers. Merci Anaël. Est-ce que à vous, ça vous a donné envie d'aller à Pernik ? Moi, j'avais pas du tout envie, et elle l'a si bien vendu que j'ai presque envie d'y aller aussi. Et je t'avoue, Guillaume, qu'en faisant mes recherches, j'ai vu le paysage bucolique de la Bulgarie, et c'était un régal pour les yeux. C'est vraiment un endroit où des émotions se retrouvent dans le paysage et je trouve ça magnifique. Et pour cette troisième chronique, nous abordons la une nationale. En effet, depuis le 9 janvier 2025, sur YouTube, Instagram, TikTok et X, anciennement Twitter, un sujet fait beaucoup parler, le fameux drama Villebrequin. Repris sous la forme de blagues, de débats ou d'analyses comportementales, la vidéo de Sylvain Lévy, qui a fait 11 millions de vues, a suscité beaucoup de réactions de la part de la communauté, ce qui pose aussi beaucoup de questions sur ses récupérations et le rôle de nos réseaux là-dedans. Alors, Juliana, qu'est-ce qu'il s'est passé au juste ? Bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Villebrequin, c'est tout d'abord et avant tout une chaîne YouTube consacrée à l'automobile et qui a été créée en janvier 2017 par Pierre Chabrier et Sylvain Lévy. Ensemble, ils ont privatisé le Grand Rex à Paris pour la diffusion d'une vidéo, participé au 2GP Explorer de Squeezie, au Mondial de l'automobile et organisé un merguez tuning show avec une multitude d'activités proposées. Leur projet Multiplat lancé en septembre 2020, c'est le symbole de leur chaîne, au ton un peu humoristique et montage dynamique, qui cumule près de 2,47 millions d'abonnés pour 282 vidéos, et qui s'étend même parfois à la télé avec Top Gear France. C'est gros, ça paraît sans cesse progresser, mais pour autant, le 7 décembre 2023, tout s'arrête brutalement lorsque les deux acolytes publient la vidéo « C'est fini ». La miniature, elle reflète assez bien les points présentés, comme pas mal de collaborations de duos de YouTube avant, Squeezie, Cyprien, Amixem et la Redbox, c'est fini. Les deux avancent qu'ils ont des objectifs et des chemins bien différents qui ne permettent plus le prolongement de leur chaîne. Un véritable choc pour la communauté qui ne s'attendait en rien à la rupture de ce duo emblématique du monde de l'automobile sur YouTube. Pourtant, le 15 août 2023, Pierre Chabrier réactualise ses liens avec une vidéo au titre très accrocheur et qui présage déjà le drama. La vérité sur Villebrequin et le multiplat. Ce qu'il y révèle, c'est que Sylvain aurait manœuvré pour prendre le contrôle total du multiplat, trahissant sa confiance, tout en faisant signer les fameux contrats qui auraient contraint une partie de son entourage à ne plus travailler à ses côtés. Peu d'informations factuelles et éclaircissements révélés in fine, mais un tableau très détaillé de Sylvain, dépeint comme odieux, traître, un véritable tyran. Et je suppose que tout cela a dû susciter beaucoup de réactions. Oui, et pas négligeable. Les réactions suscitées par la vidéo abondent dans son sens avec un soutien massif qui lui est apporté et qui semble statuer ultimement sur la culpabilité entière de Sylvain. Et ce, jusqu'au 9 janvier, où ce dernier va riposter en révélant une véritable bataille d'intérêts entre
rachat de multiplats, Volkswagen, leur exploitation, les profits associés, l'embauche de maîtresses plus ou moins compétentes, l'existence des contrats, et tout ça appuyé par des documents officiels. On ne parlera pas des conséquences juridiques potentielles. On a donc ici affaire à un vrai roman feuilleton, Juliana. Mais sinon, à part le drama. Alors, en vérité, au-delà du drama typique, je vous propose plutôt de nous questionner un peu sur nous, sur notre rôle en tant que viewer et le recul que cet événement nous permet finalement d'avoir. En étant bien attentif à la vidéo de Sylvain, on peut y voir ce dernier faire passer un petit message en filigrane essentiel. La manipulation qu'aurait subie l'opinion générale sur les réseaux par Pierre et ses tentatives multiples pour tenter de valoriser son image et sa position. Pleurs, fake ou non, victimisation, référence au passé, usage exacerbé du registre de l'émotion, le fond blanc et le cadre minimaliste qui accentue le ton grave volontairement porté sont autant d'éléments qui abondent dans le sens de Sylvain. Finalement, on se serait aisément fait influencer par un jeu d'acteurs masquant le manque de preuves ou la cohérence de l'histoire. Cette tendance à soigner son image diffusée pour exercer ensuite une influence considérable sur la vie qui en ressort, et donc les actions qui en découlent, c'est un des travers considérables des réseaux. C'est ce qu'a déjà mis en avant David Chavalarias, mathématicien, directeur de recherche CNRS au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'École des hautes études en sciences sociales. Dans son ouvrage Toxic Data, sous-titré « Comment les réseaux manipulent nos opinions », il va aborder 3 types de manipulation dans un contexte politique qui serait intéressant du coup d'étudier. Premièrement, celle de diffuser des fausses informations non sourcées tout en dénigrant la personnalité en cause. Puis la révélation de données personnelles ou internes sans apport de preuves, dans l'espoir de semer le doute. Et enfin, l'astroturfing, qui vise à donner l'illusion qu'un grand nombre de personnes adhèrent à une idée en utilisant des comptes factices pour relayer cette dernière. Étant donné qu'on a cette petite tendance naturelle en situation d'indécision à regarder ce que pensent les autres pour se faire une idée. Tous ces éléments peuvent certainement faire écho au contexte politique, avec les élections américaines de 2024 et le rôle fondamental qu'a pu jouer X, racheté par Musk. Mais finalement, aussi à ces mêmes vidéos qui paraissent de prime abord innocentes. La vidéo de Pierre qui se centre sur la critique très personnelle de Sylvain au détriment de preuves. On pensera également à son live post-vidéo Sylvain, où il va s'efforcer de semer un doute en affirmant qu'il possède des informations beaucoup plus compromettantes, ou alors l'utilisation a priori de ses propres comptes pour donner l'illusion d'un succès et d'un soutien incontestable. Qu'est-ce que tu dis de tout ça d'un point de vue de l'image que cela peut renvoyer ? Plus que pour accabler le youtubeur, qu'il s'agisse de Pierre ou de Sylvain par ailleurs, ce constat il rend simplement compte que les stratégies de manipulation de l'opinion ne s'appliquent pas uniquement aux politiques dont on se méfie d'emblée, mais également au monde des médias sociaux. Vendre une opinion, une position, une image, c'est tout l'enjeu des créateurs de contenu. De Pierre Chabrier à la vidéo de Norman dont l'objectif est de lisser l'image diffusée pour mieux influencer, c'est aussi la tactique des influenceurs et de leurs produits. On notera d'ailleurs l'étude de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation et la culture, publiée en novembre dernier, qui avait constaté que près de 2/3 des créateurs de contenu interrogés ne vérifient pas systématiquement leurs sources avant de partager une information, bien que 68% d'entre eux, évidemment, assurent encourager leur communauté à avoir un esprit critique. C'est inquiétant, surtout quand on sait que 41% des Français ont soit acheté, abandonné ou recommandé un produit grâce à ces influenceurs, selon l'Observatoire des comportements de consommation. Et qu'est-ce qu'on conclut de tout ça alors ? Ces éléments, ils nous invitent à nous poser davantage de questions lors de la lecture d'une vidéo, qu'il s'agisse de Pierre comme de Sylvain lui-même, à prendre un certain recul et considérer l'intérêt derrière chaque information diffusée, alors que justement nos plateformes, elles ont la particularité de pouvoir procurer un profit. On n'oubliera pas par exemple l'annonce dans une optique très publicitaire quand même, quelques jours après la publication de sa vidéo Révélation par Pierre, de sa Racebox, un bar-garage. Finalement, la phrase de Sylvain, elle illustre assez bien cette situation. Ça me fait juste peur de voir qu'avec quelques larmes, tu peux faire gober aux gens tout ce que tu veux. Enfin, n'oublions pas que cette opinion volatile favorisée par les réseaux, manichéenne et immédiate, rongerait nos liens que les réseaux sociaux supposaient pourtant renforcer, puisqu'en effet, selon David Chavalarias en 2022, le constat est que les rapports sociaux en ligne sont différents de ceux hors ligne, notamment parce qu'ils sont modulés par des algorithmes. Le constat est que les rapports sociaux en ligne sont différents de ceux hors ligne, notamment parce qu'ils sont modulés par des algorithmes. La manière dont ceux-ci sont conçus actuellement tend à promouvoir les contenus qui génèrent beaucoup d'interactions. On peut montrer que ce choix, qui est purement algorithmique, va favoriser les sujets polémiques, négatifs, et une sorte de prime au clash, aboutissant à une société en 2 morceaux. Dès lors, souhaiter préserver YouTube de ses dérives et ses tendances à la confrontation pour favoriser la créativité
Et tout l'enjeu pour nous, en tant qu'internautes, d'adopter un regard beaucoup plus critique tout en laissant davantage de place à la justice. Cette vidéo drama, au-delà du divertissement qu'elle est supposée procurer, permet surtout de rendre compte de la façon dont notre propre opinion est malléable au bénéfice de certains, qu'elle incite à des comportements spécifiques si la remise en question et l'esprit critique ne sont pas exercés. Merci Juliana pour cette analyse. Maintenant, vous saurez, quand vous vous méfiez de tel ou tel personnage politique, pensez aussi à vous méfier des personnalités publiques que vous suivez sur les réseaux sociaux, comme Noasis sur Twitch par exemple. Mais c'est qui Noasis, Guillaume? Tu peux nous en dire plus? Eh bien, je laisse Noah vous expliquer. Alors, moi, pour le coup, je vous conseille cette super chaîne Twitch, Noasis_, twitch.tv/Noasis_. Excellente chaîne Twitch de culture générale et de jeux vidéo, donc n'hésitez pas. Si vous aimez Questions pour un champion, c'est-à-dire QPUC, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne Twitch. Et c'est Noémie aujourd'hui qui viendra clôturer ce grand podcast en venant nous parler d'un lieu iconique de la Gironde. Elle est belle, elle est grande, elle est surplombante, elle est sableuse. Je parle bien sûr de la dune du Pilat, que tout bon Bordelais a déjà gravi au moins une fois dans sa vie. Alors Noémie, qu'est-ce qu'il devient la dune ? Eh oui, si vous habitez Bordeaux, je doute que vous ayez résisté à la tentation de faire une petite escapade au bassin d'Arcachon. Le sable doré, l'écume des vagues sur l'océan, les bateaux, mais surtout la dune du Pilat. Cette immense et vaste colline de sable qui vous surplombe à l'entrée du bassin. Du haut de ses 101 mètres, la dune du Pilat est bien connue pour être un monument grandiose, qui offre un fantastique panorama. Mais forcément, on se pose la question de savoir d'où peut bien provenir tout ce sable que le vent a progressivement entassé. Pourquoi précisément cet endroit et pas ailleurs ? Eh bien, la dune est en fait le fruit d'un phénomène naturel, que je ne vais pas tarder à vous expliquer. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'elle n'a jamais cessé d'évoluer depuis 6000 ans, au gré notamment des vagues et du vent. Mais vous devez vous en douter, comme tous les éléments du paysage, la dune ne reste pas indemne face à la crise climatique. Ce qui est inquiétant, c'est surtout sa hauteur, qui n'a jamais été aussi basse en 15 ans de relevé. Alors laissez-moi vous dire un peu plus sur les origines de notre vieille et tendre dune, et surtout sur l'état présent de ce monument naturel si précieux. Oui, parle-nous de ses origines, si tant est qu'on puisse parler de l'histoire d'une dune. Guillaume, respecte un peu la dune. Avant d'être la plus haute dune d'Europe, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être classée parmi les grands sites de France, la dune du Pilat a eu une longue histoire. Elle ne s'est en effet pas construite en un jour, ni même en quelques mois. Sa formation remonterait en fait à plus de 6000 ans. C'est en tout cas ce dont témoignent certaines roches qui la composent, car à bien y regarder, on se rend compte que la dune du Pilat, ce n'est pas qu'un tas de sable sans intérêt, mais plutôt le résultat d'une accumulation de couches de paléosols, c'est-à-dire des sols qui, à différentes époques géologiques, ont subi des transformations environnementales et végétales, jusqu'à se recouvrir pour former des strates distinctes. En plus de pouvoir être daté, chacun de ces niveaux est extrêmement riche en informations sur les conditions environnementales de l'époque de sa formation. Concrètement, les paléosols peuvent contenir des restes de coquilles ou des vestiges archéologiques. Les scientifiques en dénombrent aujourd'hui 4 visibles, et pour vous donner un ordre d'idée, le premier paléosol a été daté à 3800 ans avant Jésus-Christ. D'un autre côté, pour ce qui est du phénomène naturel à l'origine de la formation de la dune du Pilat, il faut plutôt rechercher sous les eaux. Et oui, la dune est principalement liée aux courants marins qui transportent du sable le long du littoral atlantique. Les scientifiques parlent alors de dérive nord-sud pour désigner ce phénomène très puissant qui déplace d'importantes quantités de sédiments marins le long des côtes atlantiques françaises. Avec ces courants, c'est en fait d'abord le banc d'Arguin qui s'est formé. Quel rapport avec la dune du Pilat, vous allez me dire ? Quel rapport ? Eh bien, le banc d'Arguin, c'est une vaste accumulation de sable qui fait actuellement face à la dune du Pilat et qui représente véritablement son réservoir de sable. Le sable s'y est alors déposé et accumulé au fil des millénaires, comme je vous l'ai déjà expliqué, et c'est avec le travail du vent notamment qu'il a fini par former différentes dunes successives jusqu'à l'obtention de notre actuelle dune du Pilat. Cette superbe dune. Bon, mais concernant le fait que la dune diminue de hauteur depuis 15 ans, comment cela s'explique-t-il ? Oui, comme tu l'as rappelé, le problème c'est que des phénomènes liés à la crise climatique viennent perturber la paisibilité de la dune qui n'a alors cessé ces dernières années de perdre de la hauteur. Chaque année, des agents de l'Observatoire de la Côte de Nouvelle-Aquitaine la mesurent en long et en large. Et ils viennent de communiquer leurs données issues de relevés DGPS faits en 2024. Alors qu'est-ce que nous disent donc ces relevés ? Eh bien, au mois de mai 2024, le point culminant de la dune a été mesuré à 101 mètres d'altitude, soit 2,6 mètres de moins que la hauteur relevée en 2023 à la même période, et près de 10 mètres de moins que celle mesurée en 2017. Cette décroissance significative, l'Observatoire l'explique par les conditions météo-marines particulièrement intenses de l'hiver 2023-2024, comparativement en tout cas aux hivers de ces 10 dernières années. Et c'est vrai,
4 tempêtes se sont succédées entre la mi-octobre et le début de novembre 2023. Elles ont entraîné de fortes érosions des plages et c'est notamment la partie nord de la dune du Pilat qui en pâtit, puisqu'elle est aujourd'hui en situation d'érosion chronique avec un recul moyen de 4 mètres par an. D'un autre côté, ces conditions météo marines sont responsables d'un déplacement constant de l'édifice vers la forêt. Cette mécanique se traduit en 2024, comparativement à 2023, par un déplacement du point culminant de la dune d'environ 230 mètres et par une perte d'altitude d'un peu plus de 2,5 mètres de son sommet. Ce qu'on doit en bref retenir du dernier rapport de l'Observatoire de la Nouvelle-Aquitaine, c'est que le dérèglement climatique n'est pas sans conséquence sur la dune. La dune du Pilat n'échappe effectivement pas aux conditions météo marines exceptionnelles de ces dernières années. Sa taille notamment, comme je n'ai cessé de vous le rappeler, a considérablement diminué. Alors ce que l'on peut craindre, c'est que cet édifice daté de plus de 6000 ans, formé au gré du vent et des vagues, perde ce qui fait sa substance, c'est-à-dire sa majesté. Merci Noémie. J'aimerais remercier Noémie parce que je trouve je suis allée à la dune du Pilat et je trouve qu'elle a réussi à redonner à cette dune sa personnalité finalement. Sa majesté. Et j'ai beaucoup aimé cette humanité que tu as donnée à la dune. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du grand podcast sur Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts, notamment le dernier épisode de Cadence Parfaite en La mineur sorti la semaine dernière. Très prochainement dans vos oreilles, un nouveau podcast en partenariat avec l'antenne Amnesty International de l'IEP, présenté par Noémie. Est-ce que tu as un petit mot à dire oui, là-dessus ? ça arrive. Restez proche des ondes de R2M. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée. Salutations camarades. Bonne journée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. R2M, partageons des ondes positives.